Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Il s'appelle la vaccination pour tous les enfants. Comment atteindre le but zéro dose, euh, les buts de l'abolition du zéro dose en Mali et en Ouganda. Je m'appelle Erin Brookhuizen et je suis la directrice du centre d'apprentissage Gavi zéro dose à au sein de la JSI. Les programmes zéro dose, d'apprentissage zéro dose utilisent des données, des évidences et des rapports scientifiques pour atteindre l'objectif d'appuyer les pays dans leur recherche et dans leur politique d'immunisation, leur programmation également dans ce qui concerne l'immunisation. Mais avant de commencer avec la séance d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent continuer en français, s'il vous plaît, cliquez sur le globe en bas de votre écran et choisissez français. Pour ceux qui veulent également écouter en anglais, il faut choisir le globe, cliquer sur le globe et choisir votre langue de préférence, c'est-à-dire anglais, pour écouter les webinaires en français. Cliquez sur le globe en bas de votre écran et sélectionnez le canal audio français. Ceux qui souhaitent également écouter en anglais doivent sélectionner le canal anglais. S'il vous plaît, disposez de la fonction Q&A, c'est-à-dire questions et réponses, pour présenter vos questions pendant la séance d'aujourd'hui. Si vous ne nous écoutez pas dans un moment donné, soyez sûr de choisir Join Audio, c'est-à-dire rejoindre avec audio dans l'icône avec les casques. Et sinon, il faudra peut-être sortir de la séance visioconférence et rejoindre encore une fois. Sinon, vous pouvez poser des questions dans les chats, dans le clavardage et poser des questions pour les soutiens techniques. Les sous-titres en anglais sont disponibles pour cette séance. Vous pouvez cliquer en bas dans l'option CC, Closed Caption en anglais, pour voir les sous-titres en anglais. Et l'enregistrement de cette séance va être disponible dans notre site web. Maintenant, je suis ravi de présenter notre facilitateur d'aujourd'hui, Monsieur Gustavo Correa, qui travaille auprès du Centre d'apprentissage, mesure et évaluation chez Gavi dans l'Alliance vaccinale. Merci à vous tous. C'est un plaisir vraiment d'être ici et de présenter les panélistes. À vous, Gustavo. Merci et soyez tous bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes stratégies, d'abord dans le cas de l'Ouganda et après dans le cas du Mali. Quelques points d'introduction en ce qui concerne ces projets. Tout d'abord, les centres d'apprentissage zéro dose est notre projet principal et il se focalise sur 4 pays: Bangladesh, Mali, Ouganda et Nigeria. Et nous travaillons dans les pays avec leurs différents agendas pour lutter contre la zéro dose et pour les interventions, mais nous ne planifions pas les interventions elles-mêmes. Les
les besoins de chacun des pays sont pris en compte et nous donnons des ressources, parfois même de la financiation, mais c'est les pays eux-mêmes dans l'alliance vaccinale qui avancent la mise en œuvre, la formulation de leur programme. Et cette séance d'aujourd'hui est la deuxième partie d'une série de 2 webinaires dans lesquels nous parlons des communautés auprès desquelles nous travaillons. La première séance a discuté Bangladesh et Nigeria et maintenant nous sommes assis pour discuter l'approche ciblée de notre travail dans le cas de Mali et de l'Ouganda. Nous voulons toucher des communautés spécifiques qui sont d'intérêt pour nous, avoir avec ces centres d'apprentissage au niveau de chacun des pays, avoir avec chacun des pays une meilleure compréhension qui sert comme base pour qu'ils puissent informer leurs approches dans chacune des régions avec chacun des publics cibles pour promouvoir les changements dans chacun des contextes dans lesquels nous agissons. Et également pour reconnaître la complexité de nos recherches, de nos travaux dans les différents cadres spécifiques et pour que nous puissions travailler également d'après ces expériences, avec d'autres pays qui ont des situations et des contextes similaires. Donc, avec cette présentation, je veux maintenant présenter nos orateurs d'aujourd'hui, nos présentateurs. D'abord, Dr. Zakaria Keita, qui est coordinateur de recherche dans l'Université des sciences techniques et technologies à Bamako. Il travaille non seulement dans la médecine, mais aussi dans la recherche des interventions et dans la mise en œuvre de ce genre de programmes. Il a une décennie d'expérience travaillant avec des guides, des protocoles, des programmes, y compris à Singapour. Je veux également présenter Madame Kenya, qui travaille avec les programmes de l'Ouganda et elle a également une décennie d'années d'expérience, Madame Kenya. Et finalement, je veux présenter Madame Grace Chi, qui est directrice auprès du JSI dans le programme Momentum. Et c'est un programme qui aide les différents pays avec leurs programmes respectifs d'immunisation vaccinale. Elle a travaillé avec plusieurs pays pendant également beaucoup d'années. Elle a des années d'expérience dans ces domaines. Pour ceux qui veulent continuer les webinaires en français, cliquez sur le bouton en bas d'interprétation sur le globe pour sélectionner les canaux respectifs, que ce soit français ou que ce soit anglais. Même si vous parlez anglais, il faut aller en bas vers le globe et cliquer sur le globe de interprétation en anglais. Donc maintenant, c'est mon plaisir d'inviter le docteur Keita qui va faire sa première présentation. Juste, on va transitionner maintenant les systèmes de audio. We're going to switch the audio system now. You don't have to do anything. Vous ne devrez faire là maintenant aucune action. Juste, c'est la transition des traducteurs dans le système. Une petite pause qui, je pense que là maintenant c'est déjà résolu. I think now they are probably ready and we can start our presentation. On peut démarrer maintenant. Dr. Keita, bienvenue.
Bonsoir à tous. Merci, Dr Gustavo, pour cette excellente opportunité. Merci à Gavi qui nous donne cette opportunité de présenter sur euh, nos, nos innovations pour réduire le nombre d'enfants 012. Moi, je suis de l'Université des sciences et des technologies de Bamako et je présente ce travail dans le cadre du consortium Ganachet, qui est composé de Ganachet, l'université et le CVD au Mali. C'est pour faire une évaluation de la mise en œuvre de 2 innovations pour renforcer l'offre de vaccination dans 4 typologies de districts sanitaires au Mali. Diapo. On va suivre le plan suivant pour cette présentation. Diapo. Le Mali vient au 7e rang en Afrique avec le plus grand nombre d'enfants 012. Et le nombre d'enfants 012 était estimé à un peu plus de 136 000 en 2020. Et la couverture vaccinale pour tous les vaccins de base au Mali était estimée à 45% selon la dernière enquête démographique de santé au Mali. Et le vaccin Penta 1, la couverture du vaccin Penta 1 qui est considéré du vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, du vaccin hémophilus influenza B, du vaccin contre l'hépatite à 82% et le Penta 3 à 77%. Il y a une carte des zones prioritaires potentielles qui a été identifiée sur la base des zones de faible couverture vaccinale et un nombre élevé d'enfants. Et on retrouve des régions du sud et des régions du centre, comme la région de Mopti et la région de Koulikoro. Et on retrouve aussi des régions du nord, telles que la région de Gao. Diapo. Donc, au Mali, il y a des obstacles courants et spécifiques à la vaccination qui ont été identifiés par les centres d'apprentissage pour l'équité vaccinale. Et parmi ces obstacles, on a des obstacles qui sont communs et on a des obstacles qui sont spécifiques selon les différentes typologies des districts. Commençons d'abord par les obstacles communs. Parmi les obstacles communs, on a les obstacles qui sont liés à l'offre de services, comme une insuffisance de stratégie, d'implémentation des stratégies, comme les stratégies mobiles avancées, des ruptures de stock qui sont fréquentes, avec une faible intégration à la santé communautaire. Encore, parmi les obstacles communs, on a aussi les obstacles qui sont liés à la demande, comme le manque d'intérêt et de motivation pour la vaccination, les rumeurs sur les vaccins et les pertes des effets indésirables. On a aussi des obstacles communs liés au genre, comme un faible pouvoir décisionnel qui, pour la femme, un manque de moyens de transport et les contraintes financières. Maintenant, de façon spécifique, selon les différentes typologies de districts, dans les districts urbains, ruraux, les zones de conflit et les communautés spéciales, on retrouve des obstacles à la vaccination. Par exemple, si on prend le milieu urbain, on a une insuffisance des stratégies mobiles avec une insuffisance dans la gestion des manifestations allergiques post-immunisation. On a aussi au niveau des districts ruraux, surtout une insuffisance dans le suivi du contrôle et une faible intégration avec les autres services. Pour les zones de conflit, comme une grande partie du pays est confrontée à l'insécurité, il y a souvent une indisponibilité des services de vaccination qui entraîne souvent aussi une rupture de stock de la chaîne d'approvisionnement. Au niveau des communautés spéciales qui sont surtout les communautés dans les zones d'orpaillage, au niveau des frontières et les déplacés, c'est surtout souvent des problèmes de chaîne d'approvisionnement en chaîne de froid et aussi une intégration limitée avec des ruptures de stock qui sont fréquentes. Diapo. Diapo. Okay. Ici, les 2 innovations que le pays a choisies pour réduire le nombre d'enfants 012, c'est le coaching de la performance et le médicisme. Pourquoi le coaching de la performance? Parce qu'on a constaté des problèmes lors de supervision avec souvent un manque de suivi et de retour et un manque d'amélioration de la personne qui est supervisée. Donc, nous proposons les coachs super qui va assurer ce qu'on appelle une digitalisation de la supervision formative et transformer la supervision formative ciblée le coaching de la performance pour l'atteinte des enfants 012. L'agent pourra avoir automatiquement un rapport sur sa performance avec un tableau d'amélioration. Donc, il pourra automatiquement travailler avec l'outil là pour apprendre et corriger les failles avant la prochaine supervision.
L'outil Code2Pev aussi permet aussi de mener des enquêtes sur la performance des programmes de vaccination. Pour le Medisix, puisque l'un des obstacles, c'était surtout les ruptures de stock à tous les niveaux, le Medisix va assurer ce qu'on appelle visibilité de bout en bout avec un système d'information de gestion logistique. Donc, nous pensons que ça pourra aider à vraiment réduire ces ruptures de stock et offrir plus d'offres de services de vaccination. Aussi, on a une possibilité d'intégration avec interopérabilité, Diapo. Maintenant, la conception de l'étude de la recherche d'implémentation. L'objectif est vraiment d'évaluer les stratégies d'implémentation de ces deux innovations qui sont le coaching, le Code2Pev et le Medisix dans les 4 typologies de districts sanitaires, urbains, périurbains, rural, éloignés et les populations sociales. Les questions de recherche que nous nous sommes posées, c'est surtout les innovations mises en œuvre permettront-elles de renforcer l'offre de services de vaccination et les indicateurs du programme élargi de vaccination. Deuxième lieu, est-ce que l'amélioration de l'offre de services de vaccination permettra-t-elle de réduire les enfants zéro dose dans les 4 types de districts au Mali, ou existe-t-il d'autres obstacles qui pourraient empêcher cette réduction? On a choisi la méthode comme type d'étude, l'étude quasi-expérimentale, avant-après, avec une évaluation du processus des déterminants et une évaluation d'innovation afin de réduire le nombre d'enfants zéro dose avec une approche mixte, qualitative et quantitative. Diapo. Le cadre conceptuel de cette recherche d'implémentation que nous proposons se déroule en 4 phases. Phase 1, enquête de référence. Phase 2, mise en œuvre des interventions du Code2Pev et de Medisys. Phase 3, enquête finale. Phase 4, recherche post-mise en œuvre. Pour la première phase, on va surtout faire des revues documentaires, la revue des données, des entretiens approfondis pour surtout ensuite pour faire une mesure de la couverture vaccinale, aussi étudier les barrières liées à la demande, à l'offre et au genre et les facteurs socio-culturels approfondis. Et pour cela, on fera des entretiens individuels aussi dans les ménages. Et cette phase-là va concerner surtout les responsables, les prestataires de santé au niveau du ministère de la Santé, des directions générales de la santé, du Centre national d'immunisation, des directions régionales de la santé, des districts sanitaires, des aires de santé et au niveau des ménages. Donc, on va surtout mesurer l'acceptabilité, la faisabilité, la pertinence, la couverture vaccinale, et les coûts et la fidélité. Pour la phase 2, qui est la phase de mise en œuvre du Code2Pev de Medisys, on va aussi, en plus des revues qu'on va continuer, on va faire des observations au niveau des centres de santé pour surtout mesurer la qualité des services, la performance du personnel PEV. Pour la phase 3, qui est l'enquête finale, on fera surtout des discussions de groupe, des entretiens individuels dans les ménages pour mesurer la couverture vaccinale encore, les barrières liées à la demande, l'offre, les facteurs sociaux, culturels et économiques. Pour la phase 4, qui est la recherche post-mise en œuvre, on va dire recherche post-marketing, va nous permettre surtout de mesurer une fois de plus la couverture vaccinale, les barrières liées à la demande, et à l'offre et au genre et les facteurs socio-culturels et économiques. Donc, ceci va concerner surtout les prestataires de santé, les leaders communautaires, les groupements de femmes et jeunes et les ménages. Donc, le titre se déroule là au niveau des 4 typologies de districts qui ont été intentionnellement sélectionnés parmi les 44 districts prioritaires au FPP en tenant compte de la spécificité de chaque district. En commune 6 de Bamako, Yoroso, Bougouni et Nyono. Diapo. Vu les obstacles liés à l'atteinte des enfants zéro dose, l'EPE a vraiment décidé de travailler avec ces 2 interventions et propose cette théorie de changement qui est basée sur d'abord l'obstacle majeur à l'équité vaccinale qui a été identifié, comme ça a été dit, c'est l'offre de services de vaccination insuffisante et inappropriée pour atteindre les enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés. Et les interventions, le coaching de la performance et les médecines vont permettre d'avoir un personnel de santé compétent et motivé et une meilleure
visibilité de la gestion des vaccins, avec comme effet la réduction du nombre d'enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés. Diapo. Comme limite, c'est surtout des limites humaines liées à la résistance au changement de la part des professionnels de la santé et à l'instabilité du personnel. Il y a aussi des limites liées à l'insuffisance des ressources financières et matérielles et des problèmes d'insécurité de gouvernance. Diapo. En conclusion, ces deux innovations, le Code SUPEV et MEDI6, permettront de renforcer d'abord la qualité de l'offre de services de vaccination, la disponibilité des vaccins et les indicateurs du programme élargi de vaccination afin de réduire les enfants zéro dose dans les 4 typologies de districts. Diapo. Je vous remercie. Vous avez ici l'excellente équipe du consortium Ganachet. Diapo. Avec le CVD, le Centre pour le développement des vaccins au Mali, et l'USCTB, l'Université des sciences des techniques et des technologies de Bamako. Les centres d'apprentissage pour l'équité vaccinale vous remercie pour votre attention. À vous. Merci, Dr. Keita. Donc là, maintenant, on va transitionner de nouveau le système pour l'anglais parce qu'on va voir la discussion de Ouganda. Now we're going to switch in the background the system of the translators to the English. So just bear with us 1 second, and then we're going to have Dr. Carol Kemia that is going to come and present in English for the Uganda learnings. I think now it's ready. Dr. Carol, please, over to you. Thank you so much, Gus. Good afternoon. Merci beaucoup. Bon matin, bon après-midi. Je m'appelle Caro et je vais présenter à propos de Ouganda, évaluation des interventions visant à atteindre les enfants à dose zéro en Ouganda. On estime qu'il y a plus de 40 000 enfants qui n'ont pas encore eu leur vaccination. Alors, le programme de Ouganda a été identifié pour pouvoir travailler avec ces enfants et nous voulons atteindre les enfants et examiner la implémentation. Prochaine diapositive. Examiner objectif 2, les résultats de la mise en œuvre des approches de vaccination pour atteindre les enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin et les enfants sous vaccine, ainsi que la communauté manquée dans l'Ouganda. Par rapport à, nous avons déjà vu le support comme les interventions et nous voulons aussi évaluer les équités. À Ouganda, il y a 3 districts. Il y a Wakiso, Mumende et Kasese. Nous allons concentrer en cela. Il y a des communautés dans les îles et des autres. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dans cette webinaire, nous allons présenter l'évaluation du soutien à dose zéro de l'UNICEF. Prochaine diapositive. Avec cette évaluation, nous voulons évaluer la mise en œuvre de l'appui technique à dose zéro. Il y a 2 activités, maison à maison, et aussi dans les 2 districts, et d'aider la mise en œuvre, les résultats et documenter les défis, estimer le nombre et la proportion d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin. Ça démontre un graphique avec les nombres d'enfants à dose zéro identifiés grâce à l'enregistrement à travers les districts. Il y avait plus ou moins 12 900 et ça a été à l'enregistrement porte à porte. Et ça, c'était
pour les enfants âgés de 6 à 52 semaines sans DTP1, mais on considère les enfants 2 ans et plus et l'enregistrement porte-à-porte a identifié 500, mais seulement 52% des sous-comtés de Wakiso a eu des données. Alors, ça peut-être n'est pas une représentation véritable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Après avoir identifié les enfants à dose 0, nous avons utilisé les cartes pour identifier à Wakiso et Kamili. Même si nous n'avons pas des données pour le district Wakiso, nous avons pu identifier par sous-comté. Et ça, c'était un avantage grâce à l'enregistrement porte-à-porte, mais avec les données complètes, nous avons vu beaucoup d'enfants dans le jaune, dans les sous-comtés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Même si l'enregistrement porte-à-porte a été bon, il y avait des défis. Par exemple, portée sous-optimale de l'enregistrement porte-à-porte parce qu'il y avait seulement un membre qui a participé et les VHT par village étaient engagés dans le contexte des fournisseurs de santé. Ils ne savaient pas à propos des activités. Ils ont rapporté que ce n'était pas tellement facile d'utiliser. Qu'est-ce que nous avons appris? Les leçons tirées, l'enregistrement porte-à-porte permet d'identifier les enfants à dose 0. Mais cependant, il n'était pas tellement clair si tous les enfants identifiés ont été vaccinés. Et c'est toujours pas clair. Et nous ne savons pas, l'enregistrement porte-à-porte peut permettre d'identifier les enfants qui ont manqué la vaccination systématiquement et aussi la présence de grand nombre d'enfants à dose 0 dans les zones urbaines suggère la nécessité de soutien ciblé dans les zones. Et c'était clair, d'identification et le suivi des enfants à dose 0 nécessite un système de saisie des données qui collecte des données individuelles au niveau communautaire et facilite l'utilisation des données en temps réel à tous les niveaux. Donc, nous regardons les fonds accélérateurs et nous travaillons dans les districts liés dans les différentes communautés pour avancer avec les prestataires de soins dans les zones 0 dose et pour avancer ou bien couvrir les différents coûts qui sont liés aux chaînes d'approvisionnement logistique dans de différents contextes de difficile accès, que ce soit les communautés qui habitent dans les îles, dans les zones montagneuses, les communautés dédiées à la pêche. Et donc, avec tout cela en tête et dans notre esprit, nous avons une conception et mise en place pour notre recherche et nous voyons que les services communautaires que nous prêtons doivent être adaptés à ces réalités. Donc, la conception de notre mise en place
pour la recherche, que ce soit l'observation des séances, l'observation sur le terrain, les différents sondages communautaires que nous mettons en place, même après et avant l'intervention, est clé. Et nous avons ciblé 3 districts, Mubende, Wakiso et KCC. Nous avons avancé ces recherches avec des partenaires au niveau national, au niveau du district, et nous avons travaillé avec les enfants de 4 mois et demi jusqu'à 23 mois. Et nous travaillons dans la mise en place et l'effectivité de ces programmes. Nous travaillons avec le ministère de la Santé pour identifier les interventions qui doivent être mises en place pendant la première année, et nous voulons évaluer notre système, que ce soit le système de registre maison par maison, porte par porte, que ce soit les structures en place dans les communautés ou autres. Donc, la théorie qui informe cette approche est une approche de base communautaire pour la capture des données et pour l'identification des enfants 0-12 et des enfants sous-traités. Nous avons également la possibilité de faire le suivi du statut d'immunisation de chacun de ces enfants pour faire un suivi et pour assurer qu'ils continuent avec leur programme vaccinal. Étant donné le temps, je vous présente ici la théorie du changement qui nous informe dans notre travail. Elle nous présente l'évaluation des systèmes actuels, la conception des solutions et les résultats que nous visons. Et nous avons des limitations, y compris la mise en place ou la mise en œuvre avec des délais, ce que l'on appelle EAF, et la généralisation de nos travaux. Donc, en guise de conclusion, nous avons avec le hub d'apprentissage, les centres d'apprentissage, avancé des questions et des données importantes pour ce que l'on appelle la mise en œuvre de l'EAF avec des évaluations rapides, évaluation de l'appui technique pour les 0-12 auprès de l'UNICEF, faire des sondages de base auprès de la communauté, avancer l'agenda d'apprentissage, etc. Et l'évaluation est faite par une équipe de collaborateurs en ce qui concerne les maladies infectieuses que vous voyez ici. Et voilà encore. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Carole, Madame Camia. Nous allons maintenant continuer en anglais et je veux inviter notre discussante, la personne qui va guider la discussion pour la séance d'aujourd'hui. Donc, Grace, allez-y, c'est à vous. Merci beaucoup, Gus.
Et merci à nos deux présentateurs d'aujourd'hui, venus du Mali et de l'Ouganda. Donc, d'abord avec M. Keita, je ne connais pas la situation au Mali beaucoup de près, mais est-ce qu'il y a la supervision, l'évaluation et le suivi et également quel est l'état des stocks dans votre pays? Moi, je crois que ça nous aiderait de comprendre comment est-ce que les activités se déroulaient sur le terrain avant l'intervention et comment peut-on accroître la fréquence du suivi, la fréquence de l'appui et de la supervision, surtout avec les outils numériques. Est-ce que nous avons des preuves que ces outils avancent l'efficacité, l'effectivité de nos travaux, des interventions auprès des populations zéro dose et en même temps, est-ce que nous pouvons partager ces expériences particulières à vos pays avec les autres pays et est-ce que les prestataires de services de santé sont prêts et sont disponibles pour compléter et finir ces formulaires et tous ces systèmes, cette récolte des données que nous demandons auprès de eux. Moi, j'étais au Nigeria et j'ai discuté avec des différents travailleurs de santé. Les outils numériques et j'ai repéré que ni les superviseurs, ni les gesteurs, ni les membres du centre avaient l'opportunité, la chance de utiliser ces outils avec régularité et il n'y avait pas nécessairement la formation nécessaire. Donc, je crois qu'il est important de partir de là, de nos données de base et voir quels sont les pas qui ont été pris. Donc, ce sont mes pensées préliminaires. Et je voulais poser la question à Dr. Keita. Quels efforts sont avancés au Mali pour avancer l'accessibilité de ces programmes et est-ce que vous avez de la visibilité en ce qui concerne les stockages et les chaînes d'approvisionnement et quels sont les protocoles que vous avez en place pour faire le suivi surtout des stocks et des chaînes d'approvisionnement et surtout pour la responsabilité et la transparence dans ces chaînes. Donc, maintenant, je veux partager quelques commentaires en ce qui concerne la présentation de l'Ouganda avant d'écouter de la part des présentateurs. Donc, dans le cas de l'Ouganda, j'ai vu des similarités avec d'autres pays, y compris le Mozambique, dans lequel nous avançons des activités préliminaires de préparation pour la mise en place d'une campagne vaccinale et clairement, on a eu un problème dans ces pays en sous-comptage parce que on avait dans les centres de santé, on n'avait pas assez de vaccins.
pour les nombres d'enfants qui sont venus à la fin de la journée. Donc, on a réussi à vacciner 98% des adultes et on a vu beaucoup de variabilité dans les données. Nous avons vu des données qui disaient qu'on avait vacciné 120% des enfants dans certaines régions. Donc, il faut améliorer les processus et surtout la récolte des données et la transparence dans l'accès à ces données. Nous travaillons également au Nigeria et nous voulons ajouter dans le cas du Nigeria des cliniques vaccinales. Nous avons dans certains de ces régions, certains de ces pays, des cliniques chaque semaine, une fois par semaine, mais nous voulons assurer que ces pays, ces régions, ces services sanitaires ont des pratiques au niveau institutionnel de façon pérenne qui seront mises en place pour la longue durée. Et finalement, nous avons de nombreuses approches en ce qui concerne les structures physiques et les structures organisationnelles dans ces différentes régions dans lesquelles nous agissons. Et par exemple, nous avons des services et des structures d'organisation à travers les leaders religieux, les chefs religieux et les différentes institutions communautaires qui nous aident à toucher ces enfants de façon plus efficace. Ma question pour vous, Carole. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons seulement 1 an pour implémenter ces activités. Alors, mes 2 questions, c'est que est-ce que vous avez des mesures pour reviser les activités pour voir s'il y a les résultats que nous voulons pour faire des changements, pour améliorer l'implémentation et relationner aussi avec les fournisseurs privés. Nous voulons apprendre comment est-ce que vous allez leur sélectionner. Est-ce que vous avez des formations? Est-ce qu'ils sont prêts à donner des vaccinations? Comment est-ce que vous faites tout cela? Je vais arrêter là et je vais passer la parole à Dr. Quito. Merci, Dr. Grace, pour les questions. Avant de parler avec Keita, nous allons continuer en anglais. Nous allons commencer avec Carole. Alors, entendez-vous Carole, est-ce que vous avez des commentaires à propos de ce que Grace a dit? Oui, merci beaucoup, Grace. C'est bon de savoir qu'il y a beaucoup de similarités par rapport aux interventions de la implémentation à Nigeria. Je pense que un des défis, c'est le dénominateur par rapport aux interventions. Nous utilisons les statistiques au niveau national et sous-national. Et dans quelques instances, nous avons vu des numéros négatifs et ça, c'est ce que on travaille avec cela maintenant. Nous espérons que ça va s'améliorer après avoir fait
recensement. Alors, le programme EPI, ça prend beaucoup de ressources et c'est très ambitieux, mais ce n'est pas tellement durable, mais ça va durer plus que la période d'implémentation. C'est très intensif par rapport aux ressources. Si c'est implémenté hors du période du projet. Vous avez demandé par rapport à les délais. Intermédiaires, ça va affecter les informations que nous avons, et spécialement si nous avons besoin de mesurer dans certaines zones. Mais nous voulons avoir un component d'évaluation plus fort pendant les réunions, d'avoir des réunions pour que nous pouvons faire de la cartographie communautaire, même s'il y a des délais, et aussi utiliser les données actuelles, même s'il y a des mises en garde par rapport à les différentes plateformes, mais peut-être ça va être bon d'utiliser les résultats quantitatifs que nous allons avoir et nous pensons que de travailler avec les données, avec les implémenteurs, les institutions privées, les CSO qui vont travailler avec ces interventions. Mais cependant, ça change toujours et c'est une grande barrière, mais nous espérons que ça va aider. Par rapport aux fournisseurs privés, nous ne travaillons pas avec les fournisseurs privés comme centre d'apprentissage, mais avec les installations privées où ils peuvent donner des services, fournir des services. Quelques interventions que nous avons sélectionnées, ça c'est fait pour cela, pour que nous puissions évaluer les interactions de Canva. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer les résultats? Merci. Je pense que j'ai déjà répondu à toutes les questions et les commentaires, mais j'ai des questions toujours de l'audience. Nous avons 2 minutes et demie avant de changer. Il y a une question par rapport à l'engagement des acteurs pour les services de vaccination. Quel groupe, qu'est-ce que c'est le progrès et quel groupe est-ce que vous travaillez? Rapidement, il n'y a pas de progrès jusqu'à maintenant parce qu'ils essaient de prioriser la cartographie communautaire, mais c'est entre éducation, les CSO privés, le secteur privé et des autres institutions qui sont hors du département de santé. Des vaccins, des vaccinations dans des communautés rurales et il y a des hésitations. Est-ce que il y a une stratégie à Uganda? Et comment? Ah oui, ça c'était un grand défi que nous avons identifié pendant l'évaluation rapide. IF, pour le moment, a quelques des stratégies de mobilisation qu'il
veulent implémenter et c'est autour de la communauté et aussi des fournisseurs de santé. Alors, pour répondre à tout cela, il y a quelques activités développées autour de les vaccins et l'hésitation. Je pense qu'on va transitionner à Mali. Alors, pour les interprètes, Je voulais juste laisser quelques secondes pour les traducteurs, pour changer leur système. Je crois qu'à ce moment, ça doit être déjà bon. Donc là maintenant, Dr Zakaria Keita, merci pour votre présentation aussi. Est-ce que vous voulez commencer par répondre aux questions posées par Dr Grace T, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Merci beaucoup à Dr. Grace Chi et merci à vous, Gustavo. Je pense que j'avais noté les questions. La première question, c'était de savoir s'il y a d'autres interventions complémentaires qui peuvent contribuer à améliorer les services qu'on fournit au niveau des zones rurales, par exemple. Et je la remercie pour l'excellente question. Effectivement, il y a d'autres interventions complémentaires qui peuvent contribuer à améliorer l'accessibilité, comme elle a mentionné dans sa question. Je dirais, dans les zones rurales, par exemple, il faut renforcer les services de proximité en renforçant les stratégies déjà existantes, comme la stratégie avancée et la stratégie mobile, où souvent il y a vraiment des problèmes de mise en œuvre. Et aussi, dans ces mêmes zones rurales, il faut aussi appuyer le renforcement de l'aménagement communautaire, des agents de santé communautaire, qui est déjà vraiment prévu dans les FPP, qui est financé par Gavi. Et au niveau des zones urbaines, effectivement, il faut aussi des sessions d'air supplémentaires, comme le Mali a mis en œuvre une série d'interventions pour promouvoir l'équité, notamment la stratégie atteindre chaque enfant, destiné à fournir un accès équitable et durable aux vaccins aux populations difficiles d'accès. En outre, cette stratégie urbaine va être principalement déployée à Bamako, mais dans d'autres grandes villes aussi du Mali, et touche surtout les populations périurbaines. Et ces populations sont surtout les vendeurs ambulants, les mendiants, les migrants, et qui sont vraiment touchés par cette stratégie urbaine. Et je dirais aussi qu'il faut rendre disponibles les services de vaccination, même les week-ends. Donc, le Mali prévoit ça aussi en stratégie urbaine, de fournir dans certains districts en pilote les services de vaccination, même le week-end. Et cela va permettre surtout aux mères qui n'ont pas le temps de passer les jours ouvrables pour qu'elles puissent vraiment avoir l'opportunité de vacciner leurs enfants. Donc, nous pouvons dire qu'il y a une forte volonté politique et institutionnelle pour vraiment atteindre ces enfants zéro dose et améliorer la couverture vaccinale. Elle a posé aussi la question de savoir les responsabilités par rapport à l'approvisionnement, les moyens de transport, et qui est responsable. Et je crois que c'est surtout, comme quand on voit la pyramide sanitaire du Mali, il y a le Centre national d'immunisation qui se trouve au niveau de la Direction générale de la santé, qui est vraiment responsable de l'approvisionnement du vaccin au niveau des différentes régions. Et au niveau de chaque région maintenant, ils vont déployer dans les districts sanitaires. Et chaque district sanitaire va déployer, est responsable du déploiement du vaccin jusqu'au centre de santé communautaire, qui sont les aires de santé. Et en ce moment, cela peut garantir l'accès du vaccin jusqu'au dernier kilomètre par les prestataires de santé qui se trouvent à ce niveau de l'aire de santé. Je vous remercie. À vous. Merci, Dr Keita. Il y a des autres questions qui viennent maintenant de l'audience. Si vous pouvez poser un peu vos réflexions sur comment la formation, la supervision formative peut être intégrée dans les projets de recherche opérationnelle. Quels sont
les détails que vous pouvez donner sur cela. J'ai une autre question encore sur quelles vous pensez qui sont les pas, les étapes les plus importantes pour les innovations, pour être bien mises en œuvre. Est-ce que vous pouvez donner un peu de vos perspectives sur cela? OK, merci. Merci beaucoup pour la question. La première question, si j'ai bien compris, je vais d'abord commencer à répondre par la dernière question, c'est-à-dire les étapes vraiment qui sont importantes pour la mise en œuvre des innovations. D'abord, il faut essayer de comprendre, avant d'amener l'innovation, il faut que l'innovation puisse répondre aux besoins des structures qui vont mettre en œuvre. Et dans le cas du Mali, ces deux innovations ont été choisies par les plus hautes autorités, en l'occurrence les centres nationaux d'immunisation, pour répondre aux principaux obstacles comme l'offre, la performance des agents vaccinateurs. Donc, il y avait un problème de coaching, pas suffisamment de rapports, non suivi des rapports, la qualité du superviseur et du supervisé. Donc, on pense qu'avec ce coaching-là, ça va résoudre ce problème. Donc, cette innovation a été choisie par les centres nationaux d'immunisation. Pour le médicis aussi, comme il y a des ruptures de stock, on sait que c'est déjà déployé pour gérer les stocks pour d'autres médicaments, déjà par le ministère de la Santé. Donc, une adaptation sera faite pour répondre à ces centres. Donc, le médicis aussi est choisi par le Centre national d'immunisation. Donc, pour cela, on peut dire que ça répond déjà aux besoins. Donc, pour faciliter vraiment l'implémentation de ces deux innovations, il y a des préalables. D'abord, avant la mise en place, comme on a dit pendant la présentation, il faut vraiment faire des entretiens individuels et des entretiens approfondis auprès des acteurs à tous les niveaux, du niveau depuis le ministère, comme on a prévu, des acteurs clés au niveau du ministère de la Santé, de la Direction générale de la Santé, du Centre national d'immunisation, au niveau régional et au niveau des districts sanitaires des aires de santé. Donc, ces entretiens vont permettre vraiment de savoir et d'étudier les barrières ou les facilités qu'on peut avoir pour la mise en œuvre de ces innovations. Et aussi, pendant la mise en œuvre, il faut continuer ces entretiens avec ceux qui mettent en œuvre pour recueillir leurs impressions ou les difficultés qu'ils ont et essayer de faire des adaptations à ce niveau-là. Et aussi, il faut rassurer, puisque ça répond aux demandes du pays, en troisième phase, et faire une évaluation de l'effet ou de l'impact pour vraiment mesurer est-ce que ces deux innovations-là ont permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Merci à vous. Merci, Dr. Keita. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. On a quelques questions qu'on n'a pas réussi à répondre, mais on va essayer de répondre à toutes les questions et partager après. Je voulais à ce moment dire un grand merci à tous les participants de pouvoir venir et participer à cette riche discussion. Les enregistrements et les diapos seront publiés, seront faits disponibles dans le site de Zero Dose Learning Hub. Ils seront aussi partagés par email. Et vous verrez que lorsque vous quitterez le Zoom, vous irez recevoir une enquête post-webinaire. Et nous apprécions vraiment vos commentaires et vos suggestions sur des nouvelles thématiques pour des webinaires dans le futur. Vous pourrez également vous inscrire dans notre newsletter pour recevoir des mises à jour par email sur des nouvelles ressources et webinaires Zero Dose dans le futur à venir. Donc, merci à tous les participants, merci à l'audience, merci pour vos questions et cette riche discussion. Et à bientôt à nos prochains webinaires. Merci. Merci, goodbye. Merci, bientôt.